L'intervention de Régis Desbrosses et Claire Picard va commencer. Donc on vous invite à rejoindre l'amphithéâtre. Voilà, donc c'est Régis Desbrosses et Claire Picard de la réserve naturelle nationale Comblaveau-Jean Roland qui vont nous faire leur cinéma, si j'ai bien compris, qui vont nous présenter des séquences. Qui vont nous présenter des séquences filmées à l'entrée d'une cavité où il s'est passé plein de choses, et même un véritable drame. Donc voilà, donc je n'en dévoile pas plus pour le moment. Voilà. Je vous laisse la parole maintenant. Bah, allons-y. Donc l'idée c'est de vous présenter une interaction qu'on a eu l'occasion de filmer entre la martre des pins et les renardeaux et qui semble être une séquence plutôt inédite. Donc on va resituer quand même un peu le contexte. Donc la réserve naturelle de la Comble-Lavaux-Jean-Roland, elle se situe en dessous de Dijon, à peu près 20 km, donc sur la commune de Gevrey-Chambertin et de Brochon. C'est une réserve qui fait 510 hectares, avec du milieu forestier, milieu rocheux et pelouse sèche. Et donc, on a eu l'installation d'un dispositif de suivi de la faune par piège photographique il y a déjà quelques années, et notamment dans le cadre du suivi loup lynx qui avait aussi été déployé par l'OFB en 2023, si je me trompe, 2022 ou 2023. Donc, on avait installé en plus des pièges. Et on a eu en fait une séquence qui a été filmée sur un piège en particulier qui est posé au pied d'une cavité, en dessous d'une falaise. Et en fait, la séquence a émergé peut-être un an après qu'on l'ait filmée, dans le cadre d'un échange sur une animation nature avec Régis. Donc en fait, nous, quand on a eu la séquence, on s'est dit, bon, bah, la martre, elle a prédaté les jeunes renardeaux. Enfin, c'est un comportement qu'on imaginait plutôt classique et on était resté là-dessus. Et en fait, quand on s'est trouvé à en discuter, Régis nous a dit, mais montrez-moi les séquences parce que c'est quelque chose qui n'est pas documenté, dont j'ai jamais entendu parler. Et on a étudié tout ça et il s'avère qu'effectivement, c'est une séquence qui est assez surprenante. Donc ça, c'est les enregistrements. Donc contexte local, on a la faune locale, donc bécasse des bois, chamois. On a du coup cette cavité qui est en premier lieu occupée par les blaireaux. Donc on voit une activité sur plusieurs mois avec garnissage avec de la mousse, etc., des allers-retours toutes les nuits. Les dates sur les pièges sont pas bons. Parce que ceux qui utilisent les pièges savent que ça se dérègle souvent. Donc ça, c'est le couple de renards. Donc on les identifie bien parce que la femelle a une pelade et le mâle a une patte, la patte arrière droite qui boite. Donc là, c'est le mâle qui reste sur la vidéo. Donc on voit qu'il boite. Et donc là, c'est les fameuses séquences donc de la martre qui vient prédater. Donc on voit que sur le premier passage, donc on est le 8 mai 2023, il est minuit 22. Donc elle met du temps à inspecter l'extérieur de l'entrée de la grotte. Elle rentre et elle ressort donc 2 minutes après avec le renardeau. Donc c'est un schéma qui va se répéter, vous allez le voir, 4 fois, avec par contre un comportement qui va être différent. La deuxième fois, elle rentre directement, il n'y a plus d'inspection. En sachant que avant, sur les images qu'on avait, on doit l'avoir 2 ou 3 fois qui passe devant la cavité. Et ça se limite à ça, elle n'inspecte pas, elle passe juste. Donc là, la deuxième séquence, elle est rentrée, vous avez vu, elle est rentrée directement. Et elle ressort. Donc on voit bien qu'il est vivant, il bouge. On voit qu'ils sont. Enfin, c'est pas du tout des jeunes qui sont en âge de sortir. Ils ont sûrement même probablement pas les yeux ouverts. Ils sont vraiment. Enfin, ils ont 12 jours. Et donc toujours le même schéma. Et elle repart toujours dans la même direction, donc à l'extérieur, enfin vers la suite de la falaise. Il y en avait 4.
On a volontairement laissé aussi la même durée de séquence pour montrer la rapidité et pas raccourcir, pour bien voir qu'en fait ça va beaucoup plus vite sur les passages d'après. Et on a donc une dernière séquence où en fait elle va revenir une 5e fois pour faire comme une inspection, vérifier qu'il n'y a plus rien. Donc on voit, elle revient donc sur la vidéo de gauche et elle ressort dans la même minute, donc sans rien. Donc là il est 1h09. Et on a donc la renarde qui arrive, voilà, à peu près 50 minutes après. Et on les a pas toutes mis, on a des séquences sur plusieurs heures où le mâle et la femelle viennent, tournent, inspectent, reniflent et cherchent en fait autour ce qui se passe. Et on a même sur la séquence d'après, en fait, la renarde qui grimpe sur la falaise et ça correspond à ce qu'on a inspecté avec Régis 2 ans après où on a regardé où est-ce que la marque pouvait être installée. Et en fait, elle aurait été installée juste après sur le long de la barre rocheuse. Et on a, donc là, voilà, ça c'est la séquence où elle monte on voit ses yeux là, elle monte sur la falaise. Donc là il est 3h, donc ça fait 2 heures qu'elle inspecte. Et on a à J+2, le retour des blaireaux. Voilà. On précise, du coup on n'a pas l'issue des renardeaux, donc on ne sait pas s'ils ont survécu ou non. Voilà. On les a, du coup, on s'est rendu compte de cette séquence plusieurs temps après, parce que quand on les pose les pièges, on les relève pas tous les jours. Donc nous, on les avait relevés déjà 4 ou 5 mois après. Donc on n'avait pas, c'était dans tous les cas trop tard. Donc voilà ces séquences qui sont vraiment intéressantes parce qu'on a plein d'informations. On a plein d'informations sur un cas de prédation. Alors c'est quoi un prédateur, hein? Tout le monde le sait, c'est un animal qui, dans son milieu de vie, aura la capacité à capturer des proies vivantes, à les mettre à mort et à les consommer. Alors les prédateurs ont toujours une stratégie de recherche qui est une stratégie de prédation. Ils chassent à l'affût, ou ils chassent en meute, ou ils chassent en maraude. Ils ont tous un sens souvent développé. On en a parlé ce matin avec le loup, mais il y en a qui chassent à l'ouïe, d'autres à l'odorat, etc. Ils ont une arme de mise à mort. Chez les carnivores, c'est la canine. Et puis, ils consomment la viande sur place. Enfin, ils consomment la proie la plupart du temps sur place. La martre des pins, donc petit mammifère commun dans nos forêts, elle a tendance à chasser en maraude, c'est-à-dire qu'elle va se balader dans la forêt. Elle est très arboricole, donc elle va chercher souvent des oiseaux dans les branches. On parle de l'écureuil comme étant une proie, mais ce n'est pas si fréquent que cela. Et puis au sol aussi, elle tape des petits campagnols, des mulots. Donc sa méthode de chasse lui permet d'avoir une fourchette alimentaire assez large, oiseaux, mammifères, insectes, et puis on sait qu'elle mange des baies à cette saison, en automne, elle mange des baies et des fruits. Mais ses proies, elle les consomme sur place. Et elle est plutôt en concurrence aussi quand elle est en chasse alimentaire au niveau du sol. Elle aura tendance quand même à rentrer en compétition alimentaire avec le renard. Mais les observations donc qu'on a ici, elles ne collent pas vraiment avec de la prédation, puisque on voit que les petits sont transportés vivants, qu'elle revient les chercher, qu'elle revient même, il y a un moment où elle met plus de 20 minutes entre 2 transports. Donc on est dans un schéma de prédation qui nous pose question. Et donc on a cherché un peu de bibliographie pour savoir s'il y avait déjà des cas rencontrés de cette nature. On n'a pas trouvé grand-chose. J'en ai quand même. Bon, j'ai fouillé j'ai évidemment lu Robert Hénard, que tout le monde connaît ici, ou ceux qui ne le connaissent pas encore le connaîtront ce soir, parce que vous allez noter Robert Hénard, qui a écrit Les mammifères sauvages de Bourgogne, de France, pardon, d'Europe, même d'Europe. Et puis, alors, il cite la martre comme visitant un terrier, alors que dans la bibliographie, j'ai vu souvent que la martre ne rentrait pas dans les terriers. Mais lui, il la cite parce qu'il y a une martre qui a été capturée, qui a été piégée dans un terrier de marmotte. Donc, ce n'est pas exclusif ici que la martre rentre dans un terrier. Il cite aussi l'apport de proie de la martre femelle à ses petits. Donc là, le transport, oui, ça paraît logique.
Et puis, j'ai trouvé aussi dans notre ami Hugues Baudevin, hein, qui est un chouettologue bourguignon et qui travaille sur les chouettes hulottes depuis très longtemps. Il signale, et d'ailleurs il m'en a pas parlé, et je l'ai trouvé dans un de ses écrits, il signale que 2 chatons sauvages de chat sauvage, femelles de 250 grammes, avaient été trouvés dans 2 nichoirs différents en forêt de Maulois, donc en Côte d'Or. Donc le transport... la prédation de jeunes carnivores, c'était peut-être pas la première fois que ça arrivait, mais ça n'avait pas été aussi bien documenté que les images que nous a présentées Claire. Et puis, plus important, un enregistrement sur un piège photo en Pologne, où il y a une martre qui enlève 2 petits renardeaux dans un terrier de renard, mais les emmène, ils sont morts. Donc, ça se rapproche là encore donc, de ce qu'on a vu. Donc voilà où on en est. Et puis on va faire des hypothèses pour savoir ce qui s'est passé. Alors, oui, quand on voit ça, on se dit, bah oui, c'est une femelle qui est en mal d'enfants. Elle vient chercher des petits dans une autre cavité, puisque elle a perdu les siens, la martre a perdu ses petits, donc c'est un rapt d'enfants. Hypothèse que l'on va rapidement éliminer parce que ça paraît vraiment, de toute façon, ça met en rôle un comportement mère-petit tellement important que une martre qui devient famille d'accueil pour des renards, ça nous paraît vraiment trop gros. Donc c'est une hypothèse qu'on va rapidement éliminer. Oui. On avait une deuxième hypothèse sur de la prédation entre carnivores de même taille. En fait, il y a 2 options possibles sur ce cas de figure. C'est soit sur de la chasse en meute, ce qui n'est pas le cas du coup de la martre, soit sur de la chasse sur les jeunes, au moment où en fait les petits sont vulnérables. Donc là, c'est ce qu'on a, puisque du coup, Régis vous disait, la martre, c'est plus un animal qui va rôder, qui va chasser comme ça dans le sous-bois. Donc là, les renards, ils ont 12 jours sur la séquence, quand on a remis les dates comme il fallait. Donc c'est une hypothèse qui semble possible, qui est peu documentée. Enfin, en tout cas, le fait qu'ils sortent vivants est quand même surprenant, parce que sur les pièges photos qui avaient été pris en Pologne, les renardeaux étaient déjà morts. Là, ils sont quand même bien vivants, c'est sûr, pour 3. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut potentiellement valider et qui n'aurait pas pu non plus intervenir dans le cas inverse des renards sur les jeunes martres, parce que la martre, elle a un logement qui est beaucoup plus abrité et qui est en hauteur. Donc, c'est vraiment un cas de figure qui peut se produire que dans un sens, de la martre sur les renardeaux. Donc, c'est une hypothèse qu'on n'a pas mis de côté, qu'on n'a pas écartée en tout cas. Alors, il y a aussi un cas de prédation qui est connu, c'est ce qu'on appelle le surplus killing. Alors c'est surtout la fouine qui rentre dans un poulailler, qui va tuer des poules, et puis elle en tue beaucoup plus qu'elle ne peut en consommer. C'est un comportement qui a été... c'est aussi le loup qui rentre dans la bergerie, hein, comme on dit, même s'il ne rentre jamais. Mais le surplus killing, alors est-ce que c'est un cas de surplus killing ? Non, on peut pas, parce que la séquence abattage, stock de nourriture et puis en consommer un petit peu puis jamais revenir, ce qui est le cas du surplus killing, ne marche pas ici, puisque la martre, elle revient, on voit qu'elle met entre le 2e et le 3e renardeau qui vont être en nez, il y a 20 minutes, donc elle fait autre chose. Et puis les petits partent vivants. Donc on n'est pas dans ce cas de surplus killing qui était décrit dans un certain nombre de cas dans la vie des carnivores. Donc on a éliminé le surplus killing. Une autre hypothèse sur le stockage de nourriture, c'est quelque chose qui est documenté sur cette famille, notamment sur les hermines, les belettes, mais aussi chez la fouine et la martre. C'est quelque chose qui se produit en général quand il y a une nourriture qui est assez abondante, où là, l'animal va avoir tendance à aller prédater et faire un stockage pour la saison. Potentiellement, c'est quelque chose qui a pu se passer, mais les renardeaux, c'est pas une nourriture qui est non plus très abondante. Là, on voit qu'il y avait 4 renardeaux, elle n'était pas informée sur le sujet parce qu'elle n'était pas rentrée dans la cavité avant. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de stockage de nourriture ? En tout cas, on ne peut pas l'éliminer complètement, mais on peut dire que c'était peut-être une opportunité
ou une suppression de la compétition pour l'hypothèse d'après. Dernière hypothèse, alors la compétition interspécifique. Effectivement, dans ce cas-là, comme je l'ai dit au départ, la martre et le renard occupent le même territoire et ils auront tendance à avoir une part de leur alimentation qui est commune, notamment l'alimentation au sol. On sait que dans certains écosystèmes, ça a été décrit, notamment dans la savane africaine entre le loup et le guépard, le lion et le guépard, que le lion élimine les petits guépards pour conserver toutes les proies pour lui. Il a tendance à réaliser une élimination du concurrent en détruisant les petits. Ça n'a jamais été décrit dans nos écosystèmes en Europe. Du moins, je ne l'ai pas trouvé. Mais peut-être que c'était décrit sans que je le trouve. Mais on peut émettre l'hypothèse ici que la martre, en supprimant les petits du renard, allait s'approprier une partie de la nourriture qui lui aurait échappé quand la renarde aurait besoin de nourrir tous ses petits. Donc, on a tendance à conserver cette compétition interspécifique dont on peut débattre, bien sûr. Donc nous, on vous a présenté un peu les hypothèses qu'on a émises, en sachant que peut-être que c'est un combiné de plusieurs choses, que c'est un cas isolé, que c'est quelque chose qui a été documenté auquel on est passé à côté. On a en fait un mélange de toutes ces différentes formes de prédation. On a à la fois potentiellement peut-être de la compétition, peut-être du stock de nourriture, peut-être du rap de jeunes, peut-être qu'on est passé à côté de certaines hypothèses. L'idée, voilà, c'était d'échanger avec vous si vous aviez déjà connaissance de sujets similaires ou si vous aviez déjà entendu parler, voilà, de situations semblables. Et si peut-être on pouvait démentir aussi certaines hypothèses. Alors, ça peut être intéressant. Et donc, comme l'a dit Claire tout à l'heure, on a quand même voulu regarder ce qui s'était passé d'un peu plus près. Et donc, on est retourné sur le site. Et en fouillant aux alentours de la falaise, à quelques mètres de ce terrier, dans la falaise, en hauteur, à 2 mètres de hauteur à peu près, il y a une petite cavité qui semble avoir été occupée parce qu'il y a une petite banquette d'herbe qui a été piétinée et puis le trou qui est en hauteur. Et on voit sur une des séquences que la renarde a tendance à aller chercher dans ce secteur-là. Donc là encore, la martre a pu utiliser cette cavité peut-être pour y vivre en permanence, peut-être uniquement pour y faire son stock de nourriture, mais en tout cas, c'était des voisins très proches. Le renard et la martre, ils vivaient en bon voisinage pendant un certain temps. Et puis, un jour, il y a un des voisins qui a décidé de faire ce drame qui est arrivé, dont vous avez eu les images. Et vous êtes privilégiés parce que vous êtes les premiers à les avoir en exclusivité. Donc, vous pouvez remercier Claire qui vous les a présentés. Voilà, on n'a pas atteint les 5 minutes. C'est bon, parce qu'autrement on vous repasse les images. Donc il y a certainement beaucoup de questions ou des compléments d'information. Oui, bonjour, merci de votre... Je suis là. Votre présentation. Moi, j'avais pensé à un apprentissage de la mise à mort pour les petits, parce que chez les chats, ça se fait. Hein, les mères, elles amènent des animaux, des souris vivantes pour leurs petits, pour leur apprendre à mettre à mort. Je note. Non, mais on peut essayer aussi de chercher des informations dans ce sens-là. C'est moi. Moi j'ai une question. Quelle différence vous faites entre la prédation entre carnivores de même taille et la compétition interspécifique? C'est pas tout à fait clair pour moi. Alors c'était du coup oui, j'ai oublié de préciser, c'était vraiment distingué. C'était soit en fait il y a l'hypothèse sur la prédation entre carnivores est indépendante de la compétition interspécifique. C'était vraiment juste les scènes où on a un carnivore qui prédate un autre carnivore, en dehors de la compétition sur des milieux similaires, sur des alimentations similaires, sur des écologies similaires en général. Mais il y a vraiment une différence entre les deux? Nous, on a fait la distinction en tout cas. Du coup, quelle est la distinction? Parce que c'est celui qui fait de la compétition interspécifique, qui va tuer son compétiteur en quelque sorte, c'est bien de la prédation entre carnivores de même taille, non?
Oui, mais là, du coup, quand c'est strictement, en fait, quand on a fait l'hypothèse strictement de la prédation des carnivores, on n'impliquait pas le fait qu'ils avaient un milieu écologiquement proche. Que c'était uniquement pour supprimer enfin, c'était uniquement de la prédation, en fait. Et pas se libérer un gîte, en fait, au niveau écologique. Voilà. 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 La compétition interspécifique, c'est vraiment quand les deux espèces, elles sont en concurrence, ce qui peut arriver sur là, Non, l'écologie qui est vous avez similaire. deux types de compétition interspécifique, hein, par interférence et puis par, je ne sais plus comment on le dit, mais en gros, qui est compétition directe, on élimine exactement ce que vous supposez, ou on mange la même chose et il n'y en a plus assez pour le voisin. Donc du coup, j'aime bien la formulation que François a donnée, là, qui est plus claire pour moi. C'est toi qui l'as donnée, là et qui était plus claire. Et la première, c'est la finalité alimentaire, alors que Ouais. l'autre, c'est la finalité vraiment d'éliminer C'est ça. le voisin sans qu'il y ait nécessairement alimentation derrière. C'est plus ça. clair pour moi comme ça. La description, là, Oui. la description du système. Un petit prédateur, s'il veut tuer du gros, il est obligé de s'y mettre à plusieurs, ou alors de tuer des petits. Oui, je crois que c'est à moi. Oui. Alors merci beaucoup déjà de nous organiser cette petite enquête policière naturaliste. C'est hyper ludique. Et un exercice d'intelligence collective. Alors moi la première chose qui m'étonne déjà c'est que les renards soient absents tous les deux. Je savais pas que c'était possible. Qu'ils soient absents du nid tous les deux. Bah oui, bande d'imbéciles. Voilà ce qui se passe quand vous laissez vos gamins sans surveillance. Enfin, je suis très étonné de ce comportement de la part des renards. Bon, alors je veux pas jeter la pierre sur les renards, mais quand même. Alors, je trouve que vous éliminez un peu vite le rapt des jeunes. J'ai pas saisi exactement sur quels arguments vous le faisiez, parce que l'éloignement spécifique que vous aviez l'air d'invoquer, moi, je me souviens, quand je travaillais au Kenya, il y avait quand même une tortue géante des Seychelles qui avait adopté un hippopotame, sachant que c'est un animal qui n'éduque pas ses propres petits. Donc, on voit des choses exotiques hein, en termes de. Et après, donc le rapt des jeunes ne me paraît pas forcément. Alors évidemment, c'est quelque chose. Il y a facilement beaucoup de fantasmes autour de ces idées d'adoption dans la nature, mais bon, faut pas complètement l'évacuer tout de suite. Et après aussi, là, vous cherchez une finalité, comme le mot a été dit. Faut se méfier aussi. Les animaux sont pas toujours aussi logiques que nous. Peut-être que cette martre, elle a vu des petits renardeaux sans surveillance, elle a dit tiens, elle les a pris, elle les a mis plus loin, puis peut-être qu'elle s'en est désintéressée 2 heures après. Ou peut-être que effectivement elle avait perdu ses propres petits. Alors puis bon, on a vite vu qu'elle avait pas de lait ou que le lait était pas bon, j'en sais rien. Puis elle s'en est servi de doudou pendant 2 ou 3 jours. Puis après, ils sont morts ou elle s'est barrée. Enfin, parfois, il y a juste pas forcément de raison. Il n'y a pas une finalité complète et absolue dans le règne animal. Et parfois, c'est un comportement qu'on observe. Et puis en fait, il n'y a pas de sens. Oui, bien sûr. Puis vous avez raison quand. Oui, on s'est comporté un peu comme des flics qui voulaient absolument trouver une raison à ce Un qui mobile. s'était- un mobile. Mais quand même, hein, l'attachement de la femelle à ses petits qui conduit à déplacer les petits quand il y a un danger, quand elle doit les... C'est surtout le fait que la martre, elle les transporte exactement comme elle ferait avec ses petits, qui donne cette image. Puis on a l'impression qu'elle est vachement contente quand elle sort avec le petit. Enfin, donc, tout ça, évidemment, ça nous amène à plein de... Je partage pas cette impression. Ouais. Alors, je l'ai vu personnellement, ça. Une martre qui transportait ses petits, un petit, oui, son petit. Pour les proies, non, j'ai pas de. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ouais. Donc, je pense qu'on va voir peut-être avec les éthologues. Est-ce que voilà, on a des observations de martres qui portent des proies
parce que c'est quand même très très typique, ça c'est vraiment tous les grands mammifères portent leurs petits par la peau, enfin en tout cas ces groupes-là portent les petits par la peau du cou de cette manière très précise. On voit qu'ils sont quasiment en confiance. Alors je sais pas, si t'es pas en confiance, je sais pas quel serait le comportement du renardeau, mais voilà, là on a vraiment typiquement un porté qui est le porté de la mère pour ses petits. Donc après, peut-être qu'elles font ça pour des proies et qu'en fait c'est de la prédation, mais c'est étonnant de voir quand même cette image-là, qui est très très typique de la manière dont une mère de ces de carnivores porte ses petits. Oui, Michel. Oui, moi j'avais une observation. Tu dis la cage de la martre est à 3 mètres. Donc, elle observe. Elle a bien vu que les parents n'étaient pas là. Le mâle, il rentre jamais dans le. Parce que du coup, sur la séquence, on a tout le passage. Hein Le mâle, il rentre jamais dans la. Donc, Il apporte, il surveille, elle c'est la observe. femelle. Donc, elle sait, la martre, qu'il y a des jeunes à l'intérieur parce qu'elle a observé les comportements. Sans doute, oui. Et quand vous dites au début, elle furet un peu, mais elle y va du premier coup. Hein. Ah oui. Donc, elle sait ce qu'elle cherche. Au début, elle sent quand même bien. Hein. Elle sent quand même bien. Oui, elle mais reste, elle sait ce qu'elle cherche. Et puis, il y a une autre. Bon, ça me. C'est Frédéric, et je suis d'accord avec lui. Ce sont des mammifères. Pas des poissons. Enfin, j'ai rien contre les poissons. Hein. Un peu quand même. Mais ce sont des mammifères qui ont des comportements. Hein. C'est Pascal qui me disait une fois, par rapport aux chauves-souris, mais Michel, la curiosité des chauves-souris par rapport aux éoliennes s'approche. Mais Michel, ce sont des mammifères qui ont des sens, voilà, qui se rapprochent qui de la curiosité, qui ont des choses comme ça, des sens très évolués, quoi. Alors, pour en revenir au comportement des renards, comme il y avait le mâle qui était boiteux et puis la femelle qui avait une pelade sur le côté, on voyait bien la différence par rapport à l'entrée du terrier entre les deux individus. La femelle, elle rentrait tout le temps comme chez elle, elle frappe même pas, elle rentre directement, elle va voir les petits, alors que le mâle, il reste à l'extérieur. Et on l'a même vu déposer des proies à l'extérieur en gloussant. C'est un petit cri que le renard émet à proximité du terrier. C'est enregistré, hein, donc on a pu voir comment se comportait. Mais le mâle ne rentre jamais surveiller les petits. C'est la femelle qui elle-même le fait. Et donc quand elle part longtemps. Elle va en chasse, elle part longtemps. Et donc la martre est passée à ce moment-là. Après, est-ce que la renarde serait arrivée au moment où la martre sortait avec un petit? Ça aurait été une image intéressante, mais faudra la demander à Claire pour la prochaine séquence, pour voir comment justement. Enfin, je suis pas sûr qu'elle ait enregistré, que la martre ait enregistré comme ça les heures de sortie pour. C'est compliqué. Là, oui. Enfin, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais cette séquence nous amène à effectivement imaginer plein de choses. Ouais. Oui. Ouais, j'avais juste une dernière hypothèse. Est-ce que ça pourrait pas être lié? Alors, je connais pas très bien la phénologie de reproduction de la martre, mais est-ce que ça pourrait pas être si vous dites que vous avez retrouvé un accès qui pourrait être à la martre un peu plus haut, est-ce que ça pourrait pas être une manière de défendre ses propres petits d'une future prédation par des renardeaux en devenir, quoi? Ouais. Ça se recoupe avec l'hypothèse sur bien sur l'élevage des jeunes que sur la ressource. En tout cas, la martre, elle va vraiment elle cherche à être en hauteur, ça c'est sûr. Hein. Sur toutes les études qui ont été faites sur la chouette culotte, Hugues Baudevin est obligé d'installer des systèmes pour que les martres ne rentrent pas dans les nichoirs à hulotte, dans lesquels il a trouvé des nichés de martre. Donc, c'est sûr qu'elle met bas ses petits en hauteur. Il y avait quelque chose d'intéressant, c'est sur le fait que ces deux chatons forestiers trouvés dans des nichoirs à hulotte. Je veux dire, c'est un chaton mort, bien sûr, qu'on a trouvé dans un nichoir vide. Alors, j'ai noté précisément ce que j'avais. Ces deux chatons.
la capture de 2 petits carnivores par la martre, 2 chatons sauvages femelles de 250 grammes trouvés dans 2 nichoirs de hulottes séparés de 50 mètres en forêt de Maulois, Côte d'Or. Et c'est dans des nichoirs inoccupés alors ou Par là, par la hulotte, je veux dire. peut-être, oui. Je ne vais pas confirmer, mais... parce Comme que- si, par exemple, la Marthe les avait apportés là Oui, et laissés. Les laisser, ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Ouais, ce qu'elle a pu faire des petits renardeaux, les a posés, puis comme on l'a dit, elle n'en fait rien, quoi. Donc le stock de nourriture, hein. Oui, juste, il me semble que la martre se reproduit beaucoup plus tard, bien 2 mois après début mai. Donc on n'a pas vraiment de corrélation. Enfin, je ne crois pas qu'on puisse mettre en lien les 2 périodes de reproduction et tout ce les hypothèses qui pourraient aller avec ça. Le chevauchement est possible. Le chevauchement est possible. Donc, le renard, il varie plus que la martre. Le renard, là, ils sont tardifs, hein, ces renardeaux. Des renardeaux mi-bas, donc c'était le 27 avril, c'est tard pour des renards. Oui, mais là, c'est plus par rapport à la martre. La martre, elle se reproduit plus tard, logiquement. Et je crois qu'elle est Ouais, très l'été, active, ouais. justement, en plein jour, en été, parce qu'elle doit beaucoup chasser. Et il me semble que c'est lié au fait que ces jeunes naissent assez tard. On- On va terminer et applaudir Claire et Régis.